Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, au vu du titre, je pense que tu t'es peut-être demandé de quoi cette vidéo allait parler. Eh bien, cette vidéo va parler de ma colère, de ce sentiment de colère que j'ai. J'habite à Brest et en ce moment à Brest, il se passe quelque chose que moi, personnellement, je trouve dangereux et très inquiétant sur les murs des universités de Brest et sur d'autres murs, même des fois sur des trottoirs. On retrouve des tags anti-IVG. J'ai lu un article sur le Telegram qui parlait de ces militantes féministes qui tentent à chaque fois en fait d'enlever ces tags ou de les recouvrir avec d'autres tags féministes, mais qui en fait se retrouvent presque impuissantes parce que ces tags anti-IVG reviennent à chaque fois. Et en me promenant la dernière fois à Brest, je suis repassé par ces endroits où j'avais déjà vu ces tags anti-IVG, mais qui avait été recouvert après. Et en repassant devant là, il y a 2 jours, j'ai vu que ces tags anti-IVG étaient réapparus. Et j'ai senti vraiment cette colère monter en moi. Et le sentiment de colère, c'est un sentiment que j'ai beaucoup de mal à gérer. Et quand je trouve quelque chose d'assez injuste comme là, eh bien, ça me met un peu hors de moi. J'ai créé une pétition contre ces tags anti-IVG que tu peux retrouver en barre d'infos. Même si tu es de Brest ou pas, c'est important, tu peux quand même aller la signer, mais je l'ai fait vraiment sous le coup de la colère et en l'ayant publié après, j'ai eu ce sentiment un peu de honte à l'avoir fait. Parce que c'était la première fois que je faisais une chose comme ça et que c'était sans doute un peu égoïste de ma part parce que je l'ai fait que sous le coup de la colère et de manière totalement individuelle et voilà. L'énergie de la colère, c'est une énergie en fait qui me plombe énormément. Je me suis posé des tas de questions. Je me suis dit, mais bon, certes, je ressens ces sentiments, mais ce qui m'énerve, c'est de rester impuissant face à ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de me servir de cette colère, mais d'une autre manière. Ici, en vidéo, plutôt parce que c'est là où j'arrive à puiser toute mon énergie. De manière beaucoup plus positive, comme je disais. Au moins ici, ça va rester, ça va durer. Et donc, j'ai envie, pour cette vidéo, de venir te parler de livres que je vais lire à propos de l'avortement. Je vais aller en médiathèque pour les emprunter et je viendrai t'en parler au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'intéresser, j'espère qu'elle sera intéressante et pertinente. Bon visionnage. Alors, je me suis tout d'abord procuré Avorter, une histoire intime de l'IVG de Pauline Armange. C'est aux éditions Daronne et c'est un essai intimiste, personnel, sur l'avortement. Pauline Armange nous livre dans Avorter un essai intime et documenté autour de sa propre IVG. Alors que le droit à l'avortement est remis régulièrement en cause en France, elle présente ici les émotions, les réflexions et les contradictions que l'on peut avoir quand on est féministe et confronté dans sa chair à l'avortement. Ça a l'air d'être une vision importante et très intéressante. Cet essai historique, Si je veux, quand je veux, de Bibia Pavard, Contraception et avortement de la Société française 1956-1979, c'est aux presses universitaires de Rennes. Bibia Pavard est une chercheuse associée au Centre d'histoire de Sciences Po, agrégée et docteur en histoire. Cet ouvrage est issu de sa thèse de doctorat soutenue à l'Institut d'études politiques de Paris en 2010, qui a reçu le prix de la ville de Paris pour les études de genre. Elle retrace l'histoire de la contraception et de l'avortement en France dès 1956, en essayant de présenter tous les changements majeurs du second XXe siècle. En un peu moins de 25 ans, l'interdit est remplacé par une nouvelle liberté de procréer, encadrée mais réelle, fondée sur l'idée que les couples et surtout les femmes sont responsables de leur propre fécondité. Elle retrace les slogans féministes des années 70, ça va être captivant et hyper intéressant aussi. Un peu dans cette même veine historique, j'ai également emprunté Histoire de l'avortement, 19e-20e siècle de Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti, aux éditions du Seuil. Alors celui-là, c'est un livre qui date de 2003, donc peut-être que sur certains points, il a un peu vieilli. La pratique de l'avortement s'est très largement répandue en rapport avec les profondes mutations sociales et matérielles de la nouvelle civilisation industrielle. La généralisation des moyens mécaniques a complété voire supplanté les vieilles potions herbacées et les remèdes plus ou moins inefficaces issus de l'Antiquité. Cependant, les ressorts moraux viennent justifier la répression, crime contre Dieu. L'avortement devient également et avant tout, de la fin du XIXe siècle jusqu'à 1945, un crime antinational et antipatriotique. Donc voilà, un essai aussi très historique. J'ai également emprunté Une farouche liberté de Gisèle Halimi avec Annick Cogent, donc qui est une sorte d'autobiographie de Gisèle Halimi. Je ne l'avais toujours pas lu et je me suis dit que là, c'était le moment de le faire. Elle revient sur toute sa vie et notamment sur l'épisode du procès de Bobigny.
J'ai également pris deux petits livres, Discours de Simone Veil, elles sont 300 000 chaque année, pour le droit à l'avortement le 26 novembre 1974. Donc un discours que je vais redécouvrir dans sa face écrite. Avorter, un droit en danger. Ce genre d'édition, je la trouve pertinente puisque elle est à destination des jeunes à partir de 15 ans. Donc je voulais aussi vous la présenter si vous la connaissez toujours pas et la découvrir parce qu'en fait j'en entends parler de cette collection et je ne l'ai jamais lue, donc ce sera le moment de la découvrir. J'ai essayé de prendre aussi une bande dessinée, le manifeste des 343, Histoire d'un combat, de Lafitte, Strag et Dufaux, c'est aux éditions Marabule. Et là, ça nous parle de la rédaction du manifeste des 343, signé par 343 Françaises connues ou inconnues, et publié par le Nouvel Observateur le 5 avril 1971, alors que l'avortement était encore illégal en France. Un court récit qui s'appelle 17 ans, c'est peut-être une sorte de récit qui peut rejoindre peut-être l'événement de Annie Ernaux. Et effectivement, quand on regarde les repères bibliographiques à la fin, on voit que Annie Ernaux est citée avec Les armoires vides et L'événement. Donc c'est deux livres que j'ai lus et dont j'ai fait une vidéo aussi. Voilà, ça me tenait à cœur également d'essayer de privilégier les voix des femmes. Ici, dans cette petite sélection, ça reste vraiment des ouvrages comme ça que j'ai découvert grâce à mes petites recherches, à des conseils de bibliothécaires. Je pense que quand même ça fera une petite sélection et je pense que je vais commencer par ma lecture de Avorter de Pauline Armange et partir après peut-être sur les livres un peu plus historiques. J'ai fini le premier livre que j'ai lu de cette sélection, donc Avorter de Pauline Armange, une histoire intime de l'IVG aux éditions d'Aron. Et j'ai pris beaucoup de notes. J'ai quand même trouvé ce livre très intéressant, évidemment, et je trouve que c'est un petit livre comme ça qui est en fait très important pour essayer de comprendre la complexité des situations d'avortement et ce qui amène les femmes à avorter. Comment tout ça est très subjectif et très propre à chaque femme. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que ça met en valeur un vécu, le vécu de l'autrice, et que en même temps de décrire son vécu, elle prône l'importance d'entendre et de laisser advenir les vécus des autres femmes, qui sont forcément d'autres vécus et d'autres façons de penser, de ressentir, de concevoir leur avortement. Ce que j'ai aimé dans ce livre, ce qui m'a semblé le plus parlant et le plus intéressant pour une personne comme moi qui ne peut pas tomber enceinte et qui donc ne peut pas avorter, c'est que elle nous décrit véritablement l'avant, le pendant et l'après l'avortement et surtout c'est un livre qui en fait met en valeur toute la complexité qui va à rebours de tout ce que l'on peut penser d'une femme qui a avorté et qui essaye vraiment d'aller au plus vrai et au plus réel de ses sentiments intimes. Donc elle nous exprime tous ces sentiments intimes, elle nous exprime cette intimité, ce qui est d'autant plus difficile. Elle écrit, page 29, l'avortement ne peut toujours pas être un ressort narratif comme un autre. De ce que j'ai compris, l'avortement est tellement tabou parce que tellement intime et parce que la société fait en sorte de mettre sous silence les femmes et de préparer déjà aussi un discours préétabli, un discours établi autour des femmes qui avortent, ce qui en fait empêche les femmes de véritablement parler et de véritablement dire ce qu'elles ont ressenti, dire ce dont elles ont besoin avant, pendant et après l'IVG. Ce qui m'a interpellé aussi dans ce livre, c'est en fait tout ce discours, toute cette construction d'un discours honteux parce que il y a une construction d'une figure de mère en devenir. Et en fait, le fait d'avoir eu recours à l'avortement, d'avoir fait ce choix, qui n'est pas un choix dont elle regrette, elle le dit vraiment tout le long de ce livre, que en fait, elle ne regrette pas l'acte de l'avortement, qu'elle ne regrette pas d'avoir eu recours à l'avortement, mais que malgré tout, ça a quand même façonné une sorte de balise dans sa frise chronologique de vie de femme, et que ce recours à l'IVG, en fait, avait un contexte financier et un contexte même social, que tout simplement ce n'était pas possible d'avoir un enfant à ce moment-là. Et j'ai trouvé vraiment ce livre juste pertinent
du début jusqu'à la fin. Juste très intéressant parce que elle ne, elle ne fuit pas devant la complexité, elle ne fuit pas devant les ambiguïtés et elle ne fuit pas devant ce qui peut paraître assez contradictoire. Parce qu'en fait, cette contradiction fait partie de son expérience de femme ayant eu recours à l'avortement. Parce que le choix de l'avortement ne se fait pas sur un coup de tête et que pour elle, ça a été quelque chose quand même d'assez difficile, pas traumatisant mais difficile. D'ailleurs, elle dit aussi très très bien que ce n'a pas été quelque chose de traumatisant, que ce n'est pas son identité, mais que ça a été difficile à appréhender par la suite, que ça a été difficile à presque à comprendre parce qu'il y avait tous ces sentiments négatifs qui restaient en elle, qui étaient en elle, et, et parce qu'en fait, il y a ce discours, ces sortes de clichés que l'on a autour de l'avortement encore aujourd'hui et autour des femmes qui avortent, qui fait que à l'arrivée de la contraception, ça j'ai trouvé ça très intéressant aussi, ce qu'elle dit par rapport à ça. Selon elle, en fait, l'idée de l'avortement était une idée balayée. Ça n'arrivait qu'aux autres. Et elle montre à quel point c'était une vision qu'elle avait très péjorative, très cliché, des femmes qui avortent, qui avaient presque un privilège de classe aussi. J'en reviens aussi à la contraception parce que c'est très important également, et en fait ça c'est quelque chose qui m'a échappé, et j'ai vraiment appris beaucoup de choses dans ce livre. La contraception est aussi une part importante et fait partie de ce combat vers l'IVG, puisque avant la loi amenant l'IVG en France, il y a eu une loi pour la contraception. Donc il y a eu un débat en France autour de la contraception. Je te rappellerai les dates juste après, puisque j'ai commencé à lire Si je veux quand je veux, et dans ce livre, en fait, ce livre commence par rappeler ces dates importantes. Là, j'en reviens au sujet de la contraception, puisqu'elle en parle, puisque Pauline Armange en parle, et parle de cette grossesse non désirée qui est arrivée alors qu'elle était contraceptée, et alors qu'elle avait un stérilet. Ce qui m'a fait réfléchir dans ce livre, c'est la question de la honte. Parce que Pauline Armange se dit que c'est forcément de sa faute, que son stérilet a bougé, qu'elle ne l'a pas senti. Elle va comme ça amener la faute sur elle, et donc ça va amener cette honte. Elle vit cet avortement véritablement comme un échec. Et un échec est dû à un échec de contraception. C'est un terme qui est très fort, ce terme échec, et même ce terme de honte. C'est quelque chose de très très fort, qui m'a beaucoup interpellé. C'est ça qui m'a beaucoup ému dans ce livre. Et là, je vais rappeler quelques chiffres. Il faut savoir qu'en France, il y a 220 000 IVG qui sont réalisés chaque semaine. Ça, ce sont des chiffres venant du ministère de la Santé en 2020. Donc c'est aussi très lié au contexte sanitaire. C'est un chiffre qui est plutôt stable depuis quelques années. Il faut aussi rappeler ce chiffre qui est un chiffre très violent. Environ 47 000 femmes meurent d'avortements clandestins dans le monde. Et il y a aussi 130 centres d'IVG qui ont fermé ces 13 dernières années. Et un autre chiffre important qu'elle rappelle, page 21, par rapport à la contraception et l'avortement, 72% des avortements sont pratiqués sur des femmes qui utilisaient une contraception au moment où elles sont tombées enceintes. Évidemment, la contraception ne fonctionne pas à 100%. Donc ça, ce sont des chiffres de l'Inspection générale des affaires sociales. Or, malgré tout, il y a un tabou. Et il y a justement cette espèce d'idée de la faute qui arrive sur ces femmes qui ont des grossesses non désirées alors qu'elles étaient contraceptées. Et ce que j'ai particulièrement aimé, en fait, surtout dans ce livre, et ce qui m'a le plus percuté, c'est véritablement tout ce développement que Pauline Armange fait autour de la notion de tabou et de non-dit par rapport aux femmes qui avortent, et même les femmes qui avortent mettent sous silence, en fait, ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont vécu et leur expérience, justement parce que selon elles, c'est trop intime, ou surtout parce que la société fait en sorte que ça soit trop intime et que les femmes se taisent, en proposant qu'un seul discours autour des femmes qui avortent, qui est le discours justement du traumatisme et le discours de on a sauvé ces femmes. La société, en se fondant sur la honte, forme des tabous. Et ça, je trouve que Pauline Armange le développe très très bien dans ce livre. C'est très intéressant à voir, et d'ailleurs, elle dit quelque chose par rapport à la honte. Page 67, elle écrit « La honte nous tient à l'œil, elle exerce un contrôle social. Il n'y a pas de honte sans société, sans regard pour nous juger, sans normes desquelles dépasser,
pour nous faire comprendre qu'on devrait avoir honte. Elle écrit aussi après, page 68, « Il n'y a pas de honte juste intime qu'elle n'éclabousse pas les autres en un ricochet de jugement, mais ça nous colle parfois à la peau comme un vilain film plastique. » Et tout ce livre, en fait, est un discours autour de la honte et autour du tabou, et surtout un discours autour de la nécessité, justement face à ces tabous et face à cette honte, de dire ce que les femmes ont vécu. Et donc, d'essayer de créer, de construire des espaces où on peut dire ces choses-là, où on peut dire l'ambigu, où on peut dire la honte, où on peut dire tous ces sentiments contradictoires que l'on peut avoir, qui est difficile dans tout ça. L'IVG a ce statut particulier dans la société française, par exemple aussi, puisque à chaque fois que le débat revient sur l'IVG, c'est un débat qui amène justement beaucoup de tabous et beaucoup de non-dits, de précautions, de choses en fait qui viennent parasiter les paroles. Puisque l'IVG est quelque chose à banaliser dans la société française, dans les sociétés, c'est-à-dire en fait donner la possibilité aux femmes d'avoir droit à l'IVG. C'est quelque chose qui doit être banalisé, mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément anodin. Et justement, cette honte qu'elle décrit arrive puisque en fait, les paroles sur l'IVG sont tellement instrumentalisées qu'il y a la peur, qu'il y a une certaine peur de dire les choses, et c'est ce qu'elle démontre en fait, et c'est pour ça que je trouve ce livre très important et assez essentiel. Pauline Armange ne fuit pas face à l'ambiguïté, et ne fuit pas face à la complexité des situations, et notamment de sa situation particulière. L'IVG a ce statut particulier puisque justement c'est du cas par cas quasiment. Il n'y a que des vécus. Et c'est quelque chose qu'on devrait prendre en compte même dans l'accompagnement des femmes qui ont recours à l'IVG. Qui ne soit pas un suivi lourd, qui ne soit pas un suivi qui vienne enfoncer le clou encore sur ces femmes qui ont eu recours à l'IVG. Ça doit se faire sous forme de questions, c'est-à-dire que représente pour toi l'IVG, cette IVG, et essayer justement d'avoir ce soutien-là par rapport aux femmes. Et ça, je pense que c'est très important et elle le souligne très très bien. Et c'est peut-être quelque chose que l'on doit amener aussi et qui manque certainement aujourd'hui, même en France. Et d'ailleurs, en fait, bon, je vais un peu te spoiler la fin, mais c'est très important que tu le lises parce que moi, je t'en parle juste là, mais c'est ma lecture de ce livre. Elle finit en fait par souligner l'importance des vécus. Dans tout ce qu'ils ont d'intime, et de personnel, c'est hyper important et c'est assez essentiel sur la question de l'IVG. Il faut qu'on puisse entendre ces femmes au-delà des discours préétablis, au-delà des discours que l'on entend depuis des années et que l'on nous assène et que l'on nous rabâche en permanence et qui crée en fait une vision de l'avortement qui est une vision qui est forcément brouillée. En réfutant cette complexité, on fait en sorte que ce discours fictionnel autour de l'avortement soit un discours totalement biaisé et totalement brouillé. Et donc un discours qui nous amènerait pas à évoluer et à aller peut-être un peu plus loin et à construire véritablement quelque chose. Tellement encore en tête les débats autour de l'IVG que l'on se raccroche à ces débats-là. Et c'est ce qu'elle souligne aussi, Pauline Armange, et c'est ce qu'elle déplore finalement, c'est qu'on n'arrive pas à aller au-delà des débats que l'on a déjà menés autour de la question de l'IVG et que ça prenne encore en compte différentes choses et différents vécus. Voilà, c'est surtout ça, à les entendre et à pouvoir les recevoir. Je voudrais aussi mentionner des titres de livres en fait qu'elle mentionne dans son essai. Donc il y a notamment le recueil de témoignages qui s'appelle « J'ai avorté et je vais bien, merci ». Donc ça c'est pour te donner aussi différentes sources également. Une bande dessinée qui s'appelle « Il fallait que je vous le dise » d'Aude Mermilio et un livre qui s'appelle « Interruption » de Sandra Visavona. Et dans ce livre-là, il y a une citation qui me paraît importante et qu'elle écrit aussi dans ce livre. « La loi nous autorise à avorter, la société nous empêche d'en parler. Nous sommes nombreuses à nous plier à cette loi du silence parce que la gêne et la culpabilité sont toujours là. » Voilà, donc je trouvais ça important de te les mentionner aussi et de te parler de ça. Je veux quand même dire quelque chose par rapport à ce que je suis en train de faire là. Je suis une personne qui ne peut pas tomber enceinte, n'aura jamais recours de lui-même à l'IVG. J'espère vraiment ne pas être maladroit dans cette vidéo. Et si c'est le cas, eh ben, je m'en excuse vraiment.
parce que ce n'est pas du tout le but et je voudrais faire les choses bien et je voudrais aussi en fait juste faire de cette vidéo une sorte de fenêtre ouverte et être un peu une sorte de passeur de ces voix et de ces vécus de personnes qui avortent. Parce que je ne peux être que ça, je ne suis pas du tout là en tant que sachant, au contraire, j'apprends. Et justement, c'est en lisant ce livre-là que je me suis rendu compte que je ne peux que apprendre. Je ne peux que apprendre et je ne peux qu'essayer de partager ce que j'ai appris et ce que j'ai compris surtout. Alors peut-être qu'il y a des choses que j'ai mal comprises et j'en suis vraiment désolé et je vous invite, si c'est le cas, ou si vous voulez ajouter des choses, à venir le faire en commentaire, de manière respectueuse toujours. Je voudrais aussi que ça ne soit pas que moi et je voudrais que ça puisse voilà ouvrir des espaces, ouvrir un espace parce que j'estime que c'est important. Donc je voudrais bien faire et j'espère que c'est le cas. Voilà, donc je voulais quand même le dire de manière explicite ici. Je ne suis pas sachant, je ne connais finalement pas grand-chose sur la question de l'IVG, puisque je ne l'ai pas expérimenté, puisque je ne connais que quelques personnes qui ont avorté autour de moi dans mon entourage. Je ne peux qu'essayer, même pas de me mettre à leur place, mais juste essayer d'entendre ce qu'elles ont à dire et de comprendre ce qu'elles ont à dire. Et donc, c'est tout ce que je veux faire dans cette vidéo. Proposer des sources qui puissent t'amener par toi-même à aller les lire. Donc, j'ai commencé à lire Si je veux, quand je veux, contraception et avortement dans la société française 1956-1979 de Bibia Pavard, un essai autour des questions de la contraception et autour des questions de l'avortement dans l'histoire, avec un grand H, avec justement une pensée d'historienne et un travail d'historienne et de recherche et tout ça. J'ai lu seulement pour le moment que l'introduction, mais je voudrais quand même t'en parler puisque dans cette introduction, il y a le rappel de plusieurs dates qui me paraissent très importantes et qu'en fait ils sont nécessaires, ces dates-là sont nécessaires pour justement poser une sorte de contexte. Ce livre et ce que dit Bibia Pavard déjà dès l'introduction, c'est que elle veut aller au-delà de cette histoire assez linéaire de l'avortement que l'on a tous et toutes en tête. Et justement aller en profondeur dans l'histoire et essayer de voir comment les choses se sont réellement passées et non pas dans l'idée que maintenant on s'en fait de ce qui s'est passé à ce moment-là. Malgré tout, voilà, donc c'est plusieurs dates qui me paraissent importantes. Tout d'abord, la loi du 31 juillet 1920. Cette loi condamne la contraception et l'avortement et vient compléter l'article 317 du Code pénal de 1810, interdisant déjà l'avortement. Cette loi vient en fait réprimer, citation, la provocation à l'avortement et la propagande anticonceptionnelle. Fin de citation. Cette loi était passible d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 100 à 3000 francs. Cette peine était encore différente aussi selon s'il y avait avortement ou pas, ou s'il y avait juste une propagande, ce qu'on appelait une propagande anticonceptionnelle, s'il y avait des publicités pour la contraception, une personne qui faisait la publicité pour une contraception, la peine était autre et l'amende était autre aussi. Arrive après la loi du 27 mars 1923. L'avortement à ce moment-là passe du crime au délit. On pourrait croire que c'est une avancée, mais en fait pas du tout, puisque cette loi a pour but simplement de faire progresser la répression et de généraliser la répression. Autour des femmes qui avortent et autour de la loi du 31 juillet 1920 s'accentue sous le régime de Vichy en France et se maintient même à la Libération. Il faut attendre 1956 pour qu'il y ait un vrai débat autour du contrôle des naissances. Donc c'est un débat qui a été engagé par la maternité heureuse et qui est notamment lancé par Marie-André Lagrova-Well-Allais, qui est une gynécologue, à partir de 1955. Donc 1955-1956, on commence déjà à poser un réel débat autour de la contraception, qui est rappelé par Bibia Pavard, et ce que je trouve très intéressant, il va y avoir une construction dans ce débat pour amener ce débat
dans la sphère publique, il va y avoir une construction de la respectabilité de ce débat. C'est-à-dire que auparavant, il y a déjà eu des débats autour de la contraception, il y a déjà eu des débats autour de l'avortement, il y a déjà eu des choses comme ceci et comme cela qui voulaient questionner le contrôle des naissances, etc. Il n'y avait pas un respect de ce débat-là. Ce débat-là n'était pas jugé respectable aux yeux de la société et aux yeux de l'opinion générale. Il a fallu en fait déjà mettre en œuvre toutes les prédispositions au débat, à ce débat. Donc c'était déjà quelque chose d'assez difficile et c'était déjà un travail en amont. C'est-à-dire qu'en fait le débat sur la contraception n'est pas venu du jour au lendemain, au contraire. Et selon Bibia Pavard, cette respectabilité du débat arrive par la justification du contexte moral. C'est-à-dire qu'il y a un boom des naissances à partir de cette période-là, donc des années 50. On voit une certaine utilité justement à avoir un débat sur le contrôle des naissances. En fait, le débat autour du contrôle des naissances et pour la contraception est amené comme un débat permettant d'apporter la santé et le bonheur des familles et est aussi en fait amené par une certaine crédibilité scientifique qui s'ajoute. 1967, il y a la loi qui autorise la vente et la diffusion des contraceptifs. 1974, la première loi Veil instaure le remboursement des contraceptifs par la sécurité sociale et rend possible l'achat de la pilule et l'utilisation des stérilets pour les adolescentes. 1975, la deuxième loi Veil autorise l'interruption volontaire de grossesse. Il y a une période quand même probatoire à cette loi, c'est-à-dire que la loi n'est pas tout de suite enclenchée. Elle est définitivement adoptée 5 ans plus tard, en 1979. Et enfin, en 2014, il y a la loi pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui supprime la mention de situation de détresse pour pouvoir recourir à l'IVG. Donc voilà, donc je continue ma lecture de ce livre et je viens t'en parler au fur et à mesure. Je viens de finir la première partie du livre de Bibia Pavard, Si je veux, quand je veux, contraception et avortement dans la société française 1956-1979. La première partie, je l'ai trouvée très intéressante et ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est vraiment tout le développement autour de ce qui a été entrepris en amont des lois que l'on connaît qui sont des avancées, mais aussi tout le développement autour du contexte historique, du contexte social, et même le dernier chapitre de cette première partie, qui est vraiment un chapitre assez politique, qui montre tous les enjeux de tous les partis politiques sur la question de la contraception, parce que cette première partie, ça s'attarde sur la question de la contraception. Ça montre comment fonctionne l'écriture de cette loi et comment un homme de droite arrive à faire voter cette loi pour la contraception. Ça montre aussi à quel point les débats déjà autour de la contraception étaient des débats assez fous qui paraissent presque d'un autre temps aujourd'hui, mais qui même à leur époque étaient tout de même considérés comme des débats importants et nécessaires. Donc c'est cette dualité qu'il y a autour du débat pour la contraception qui est assez effarante, je trouve, et en même temps très intéressante et assez complexe. Pareil, Bibia Pavard ne fuit pas devant la complexité des différentes situations, parce que en fait la complexité est là, parce que il y a beaucoup de bords politiques qui vont aller dans un sens puis dans l'autre, et il y en a beaucoup qui changent d'avis. Il y a beaucoup de subtilités qui sont mises et qui sont en fait des subtilités politiques, puisque au fur et à mesure des années, on se rend compte que le débat autour de la contraception devient de plus en plus évident. Tout cela arrive notamment avec la création de la Maternité Heureuse, qui est une association au départ féminine regroupant
des femmes et des mères de famille autour de la question justement de la contraception. Je t'invite à lire ce livre, hein, clairement, parce que je trouve très très bien fait. Pas du tout compliqué dans son traitement, dans son traitement stylistique et tout ça, c'est tout à fait abordable. Donc pareil, j'ai pris des petites notes, donc je vais m'appuyer dessus aussi. En fait, il y a une volonté, à un moment donné du débat, qui arrive à peu près au niveau des années 50, dans les médias, par des articles de journaux, euh, autour justement de la question des grossesses non désirées des femmes et de ce que ces grossesses non désirées euh, ont comme répercussion sur la vie de ces femmes et sur plus globalement la vie de famille. Donc il y a notamment une enquête menée par Jacques Derogy euh, pour Libération, qui a ensuite été compilée dans le livre Des enfants malgré nous aux éditions de Minuit. Des enquêtes aussi menées par Claude Sénécal pour France Observateur, et même ça va même jusqu'au journal Marie-Claire avec la journaliste Marcelle Audin ou des articles de François Giroud dans l'Express. Il y a même une proposition de loi qui est lancée par Emmanuel Dastier de la Vigerie à peu près en 1955-1956. Et en fait, pourquoi ce débat arrive? Pourquoi la question se pose dans ces différents articles, c'est qu'il y a aussi tout un contexte assez général et assez historique que rappelle Bibia Pavard, c'est-à-dire la guerre d'Algérie. En fait, on se rend compte que il y a des questionnements autour des grossesses, etc., liés à la tension de la guerre en Algérie. Il y a cette période d'une émergence d'une nouvelle gauche qui arrive après une dissolution de l'Assemblée nationale et donc d'élections anticipées à cette période-là, ce qui invite en fait les personnalités de gauche et les politiques de gauche à amener le sujet progressivement et à essayer de tester l'opinion par justement ces articles de journaux, etc. Et en vérité, il va y avoir plusieurs arguments, dont un argument principal à cette période-là qui est que l'arrivée de la contraception favoriserait la non-utilité de l'avortement et la suppression globale de l'avortement, et donc des avortements clandestins. Donc cette idée que la contraception, à son arrivée, ferait en sorte qu'il y ait de moins en moins d'avortements. Donc ça, c'est le premier argument lancé, et surtout, c'est un argument qui tente de s'éloigner de tous les arguments préalables qui ont déjà pu être entendus auparavant, des années auparavant, autour d'une question plus démographique qu'une question sociale et une question d'importance politique sociale. Et donc il va y avoir aussi un débat autour du collectif et autour de l'individuel, c'est-à-dire que les opposants à l'arrivée d'une contraception en France utilisent comme contre-argument la nécessité de faire patrie, la nécessité de penser tout d'abord collectif plutôt que de penser individuel. C'est un peu une sorte de en même temps déjà à cette époque-là, quoi. En fait, en lisant ce livre, il y a quelque chose qui m'a interpellé par rapport au débat sur la contraception et à cette part qui reste quand même assez minoritaire, mais qui dit quelque chose déjà de l'époque et qui dit déjà quelque chose de la conception de la famille à cette époque. C'est que la contraception apparaît pour certaines personnes et pour les opposants comme un réel danger pour la famille et pour le rôle du féminin et du masculin dans la société. Et en fait, tout ça, ça m'a fait penser au débat sur le mariage pour tous. Ça m'a fait penser à ces débats-là autour de la famille et à cet enjeu porté sur la famille, déjà en fait à cette époque et déjà pour la contraception. Donc ça, j'ai trouvé ça assez dingue de se dire que sur des sujets comme ceux-là, bah, on retrouve les mêmes arguments parfois et ce même débat. Et là, pour les 10 ans du mariage pour tous, en regardant les différents documentaires, ça paraît quand même assez sidérant, tout ce qu'on a pu entendre. Malgré tout, face à l'opposition de l'Église catholique, il va y avoir des femmes qui vont s'opposer, qui vont euh, écrire une sorte de pétition
le 29 août 1957. Donc c'est à l'initiative de Jenny Leclerc, Cécile de Carlieu, Geneviève Texier. Donc ces femmes catholiques déjà s'opposent à l'idée de l'Église et veulent une modernisation de l'Église sur ces sujets-là. Ce qui est aussi très fort et ce qui est bien démontré, je trouve, dans ce livre-là, c'est vraiment toute l'organisation que les femmes de l'association La Maternité Heureuse vont devoir élaborer des années et des années avant qu'une loi arrive. Elles vont devoir essayer d'user de différents stratagèmes et notamment d'une stratégie qui serait une stratégie de légitimisation de ce débat. Et elles vont donc s'appuyer sur leur expérience personnelle tout en apportant quand même un enjeu scientifique et des preuves scientifiques. Cette stratégie elle va être initiée par Evelyne Suloro qui écrit une lettre le 8 mars 1956 à Marie-André Lagroix-Well-Allais, qui est donc la créatrice de l'association La Maternité Heureuse. Elle écrit ceci dans cette lettre. Ne pourrions-nous pas tenter de faire boule de neige, de nous reconnaître, puis de nous faire connaître et de définir les paliers d'une action modérée et efficace qui soit susceptible de faire céder peu à peu l'obscurantisme autour de la question de la contraception. Elle écrit cette lettre puisque elle, personnellement, elle est mère de familles nombreuses pour fonder cette stratégie qui est une stratégie de mise en avant du rôle de mère de famille nombreuses et qui vient valoriser la maternité des animatrices de l'association et leur parcours personnel. Et il va y avoir notamment tout un débat autour des termes qui proviennent de l'anglais et qui proviennent des États-Unis, comme le terme birth control. Comment amener ce terme-là en français sans que ça paraisse subversif, sans que ça paraisse trop provocateur, sans que ça paraisse trop radical. Donc il va y avoir aussi tout un débat sur les différents termes à poser pour faire en sorte que le débat se développe de manière très concrète. Donc on arrive à cette période-là à une volonté, à une nécessité de redonner la parole aux femmes, puisque auparavant sur cette question-là, on n'entendait quasiment que les hommes. La maternité heureuse ne se dit pas féministe, ce n'est pas une revendication, c'est même en fait un stratagème. C'est même leur façon d'établir une stratégie qui vise à essayer d'élargir leur cercle le plus possible jusqu'à la création en 1961, notamment des premiers centres de planning familial. En contournant en fait les termes de la loi de 1920, en se présentant comme une clinique privée, c'est-à-dire qu'il fallait adhérer au centre du planning familial, à l'association la Maternité Heureuse, pour bénéficier des conseils, etc. Et que donc, en étant dans une clinique privée, ils pouvaient plus facilement contourner la loi de 1920. À partir de 1960, l'association La Maternité Heureuse se renomme Mouvement français pour le planning familial. Et donc à partir de ce moment-là, on se rend compte que cette stratégie de légitimité qui a été amenée en 1955-56 devient à partir de 1961 et de l'ouverture des premiers centres de planning familial, la construction en fait d'une image d'une association de spécialistes d'éducation sanitaire et sociale. Donc ça devient un enjeu d'éducation sociale envers la population et envers les femmes. Et donc c'est à partir de ce moment-là où il y a une nécessité de s'ouvrir plus globalement et d'essayer aussi de s'ouvrir à différentes sphères et à différents milieux sociaux et de s'ouvrir de plus en plus en province. Donc on va avoir une expansion et une création généralisée sur tout le territoire français, dans les provinces, de centres de planning familial. Tout cela va advenir aussi par l'arrivée de quelque chose qui va totalement bouleverser la vie des femmes, la pilule. Et donc d'un débat plutôt social et plutôt familial, l'opposition à la contraception, donc le gouvernement, l'État à ce moment-là, va tout faire pour glisser
ce débat familial et ce débat social vers un débat de santé publique en amenant des méfiances autour de la pilule, autour de la commercialisation de la pilule prônée par les socialistes et autour voilà, de tous ces enjeux en fait qui vont se construire sur le sujet de la pilule et qui va même en fait aller dans tous les cadres, aller jusqu'à même les journaux féminins qui vont en parler, Marie-Claire encore une fois, c'est-à-dire que ça va être un débat public et un débat global qui va concerner toute la population française à ce moment-là. Il va y avoir des choses qui vont être dites qui sont assez hallucinantes, comme quoi la pilule rendrait les femmes monstrueuses, comme quoi les femmes perdraient de leur féminité en prenant la pilule, etc., etc., etc. François Mitterrand va échouer en ce sens-là puisqu'il va perdre l'élection présidentielle. Le débat va gagner en crédibilité et va gagner en ampleur puisque cela va arriver jusque dans le gouvernement, avec la figure du politique Lucien Neuwirth, qui va incarner à ce moment-là le pont mis entre le gouvernement et entre le planning familial et l'association du planning familial, qui vont donc s'appuyer sur lui pour essayer de convaincre le général de Gaulle. Il va y avoir des commissions, il va y avoir des réunions, il va y avoir tout un travail préalable avant la signature de cette loi et avant qu'elle soit établie. Et cela va advenir grâce à la personne de ce politique, Lucien Neuwirth, donc par son expérience et par son parcours, va témoigner tout simplement de l'importance de la contraception, qu'il a déjà utilisé la contraception auparavant, durant la Seconde Guerre mondiale et même après, et durant ses voyages aux États-Unis, que pour lui il est nécessaire. Il va y avoir aussi les socialistes qui vont quand même accentuer le débat et leurs arguments autour de la dignité des droits des femmes. Le Parti communiste va se ranger vers un avis plutôt favorable à partir de ce moment-là, en envisageant la question de la contraception d'une manière familiale, de restructure familiale permettant un équilibre familial et une forme d'harmonie. Et en fait, il va y avoir une construction presque idéaliste autour de la question de la contraception, puisque chacun va y voir une idée, une nouvelle idée des relations hommes-femmes et va en fait s'émouvoir aussi beaucoup des changements que cela pourrait opérer sur les relations hommes-femmes. Donc c'est pour ça qu'en fait la contraception est un enjeu qui va donc peut-être être les prémices au débat sur l'avortement. Et je trouve que Bibia Pavard, en citant toutes ces références, en reprenant comme ça petit à petit tout le contexte historique, en le détricotant, je trouve qu'en fait son travail est formidable. C'est pour ça que revenir sur la question de la contraception est essentiel pour comprendre les débats autour de l'avortement. En tout cas, elle le rappelle très très bien en permanence dans cette première partie. C'est hyper intéressant et encore une fois, j'ai appris énormément de choses. Et donc, la loi de Lucien Neuwirth, donc cette loi de 1967, est une loi qui certes autorise l'arrivée de la contraception en France, mais qui sur plusieurs autres points n'est pas un succès total. Lucien Neuwirth voulait aller beaucoup plus loin. Il n'aura pas eu cette possibilité-là, puisque il voulait notamment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accord parental à partir de 18 ans pour les jeunes femmes, pour qu'elles aient un accès en fait à la contraception et à la pilule. La contraception n'est pas remboursée par la sécurité sociale.
Et il va y avoir en fait tout un consensus comme ça venant des partis de gauche. Et il va y avoir donc un consensus qui va devoir s'opérer pour la création de cette loi et pour le vote de cette loi. Certes, la loi autorise la contraception, c'est une avancée majeure. Il n'y aura pas tout ce qu'on attendait et il va falloir attendre quelques années plus tard. C'est une situation politique, comme je te disais, très complexe et parfois un peu difficile à comprendre puisque c'est vraiment un jeu d'échecs qui s'opère. L'enjeu de la contraception va être transporté de cercle à d'autres cercles, de cercles plutôt restreints, et en fait, ça va être amené un peu partout dans toutes les sphères de la société française, ce qui va aussi parfois en brouiller un peu les pistes, et il va y avoir vraiment beaucoup d'enjeux sur la manière de présenter le débat et la manière de présenter la contraception aux Français et aux Françaises surtout. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant parce qu'il y avait aussi une part linguistique, il y avait une part de communication politique, il y avait une part sociale, il y avait ça réunit en fait énormément de choses. La deuxième partie va s'attarder sur la transition entre la loi sur la contraception vers la loi de l'avortement. Et je pense que la troisième partie va s'attarder justement sur la loi Veil. Voilà, un livre que je conseille vivement, vraiment. Pour le moment, en tout cas, moi j'apprends énormément de choses. Il s'est passé quelques jours avant ce plan-là, entre le dernier et celui-ci. J'ai un tout petit peu avancé sur ma lecture de cet essai. Il me reste à peu près une centaine de pages avant la fin. Ce que je trouve très intéressant vraiment dans ce livre, c'est que ça nous détaille très très bien l'organisation des débats autour de la contraception dans la première partie et autour de l'avortement, en prenant en compte vraiment le contexte. Et surtout, ça nous parle très très bien de l'organisation des associations féministes. C'est ce que je trouve le plus intéressant, qui en fait, j'apprends énormément de choses grâce à ce livre sur l'organisation de ces associations-là et sur comment, en fait, la loi sur l'avortement ne s'est pas faite comme ça du jour au lendemain. Au contraire, c'est un long travail en amont et on voit aussi toutes les différentes stratégies qui sont mises en place par les différentes associations, par les différents acteurs dans le cadre de ces débats autour de l'avortement, que ça soit des stratégies médiatiques, des stratégies sociales, des stratégies de contact ou des stratégies qui sont jugées plus à même de développer, de continuer le combat autour de l'avortement. Et on voit que justement ces différentes associations ont différentes stratégies et c'est pour ça que il y a quand même beaucoup de points de vue et d'avis différents, mais qui diffèrent pas sur la légalisation de l'avortement, mais sur la manière de faire en sorte que ça se produise et sur la meilleure manière de faire pour que le débat se passe au mieux et que la loi soit votée. Il y a aussi tout un débat autour des conditions de la loi, sur les appellations même de la loi, sur les avortements dits thérapeutiques, les avortements autres, en fait, c'est un sujet qui, évidemment, paraît beaucoup plus complexe que ce qu'on nous a appris. Et je trouve que ce livre en parle très très bien. Alors comme à chaque fois, hein, à chaque fois je vais le dire dans cette vidéo, il y a des choses peut-être que j'ai pas comprises, pas très bien comprises. Et donc là, je m'aventurerai pas à essayer de développer autour de tout ça. J'aurais peur de vous donner de fausses informations. C'est pas du tout mon but. Il faut vraiment lire ce genre de livre si vous voulez en apprendre plus. C'est très intéressant parce que c'est aussi un livre qui est très politique, qui résonne énormément, bizarrement, mais je trouve, et ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça résonne énormément avec ce qu'on vit autour des débats sur la loi de la retraite, puisqu'en fait, sur la loi d'avortement, eh bien, il va y avoir aussi tout un jeu parlementaire très 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 serré, très compliqué, très complexe, puisqu'en fait il va y avoir des personnes de droite libérales qui vont être pour, mais pas pour au même point que
que les personnalités dites de gauche, les personnalités communistes, il y a même des différences entre les personnalités communistes, les personnalités de gauche, les droites, les droitistes plutôt du côté de Gaulle, donc les gaullistes. On a l'image en fait vraiment d'un parlement et d'une assemblée nationale française complètement divisée, fragmentée sur la question de l'avortement, puisqu'en fait la question de l'avortement est présentée vraiment comme une question vraiment très globale et une sorte de question de refondation sur la société française. En fait, les débats font de la question de l'avortement une question presque fondamentale sur la société française et sur la manière d'organiser cette société française, soit dans le chemin du progrès, de ce qu'on appelle du progrès, soit dans le chemin du libéralisme, soit dans un chemin plutôt traditionnaliste. Et donc, il va y avoir trois voix comme ça, portées autour de la question de l'avortement. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que Bibia Pavard insiste beaucoup sur le genre, en fait, sur à quel point la question du genre a été aussi une question importante dans les débats de l'avortement. C'était une loi parlant des femmes, mais votée par des hommes. Le sujet de l'avortement, comme je te disais, cette loi de l'avortement n'est pas venue du jour au lendemain, et en fait, on pense directement à la loi Veil, alors qu'auparavant, il y a eu différents projets de loi, et notamment un projet de loi lancé par le gouvernement Messmer, qui a été totalement en fait entériné. Enfin, les parlementaires ont voté contre cette proposition de loi, mais c'est une proposition de loi qui a été faite 1 an et demi avant la loi Veil. Donc ça paraît vraiment totalement étonnant, et en fait tous les acteurs sur cette loi de l'avortement viennent. J'ai vraiment, en fait, quand je lis ce livre, j'ai vraiment l'impression de lire presque un feuilleton politique autour de l'avortement, et c'est ça qui est hyper captivant, parce que ce qu'elle nous explique très très bien dans ce livre, Bibia Pavard, c'est que tout est une question presque de bons moments. Il fallait qu'il y ait les bons acteurs au bon moment pour que cette loi puisse être votée. Et l'arrivée de Simone Veil, et c'est là où j'en suis arrivé moi dans ce livre, change la donne, puisqu'en fait on a un nouveau gouvernement, Pompidou est mort, Valéry Giscard d'Estaing arrive au pouvoir. À ce moment-là, c'est le président le plus jeune qu'on a eu en France. Il y a une espèce d'ère de la nouveauté qui arrive avec Valéry Giscard d'Estaing, qui fait un peu une politique des 100 jours. Ce qui est encore plus étonnant et surprenant, c'est que Valéry Giscard d'Estaing amène le sujet de l'avortement contre ses propres idées. Et il amène le sujet de l'avortement vraiment dans cette idée de libéralisation et de nouveauté, de réforme dans la société française. Cette nécessité de réformer la société française et donc de tourner la page au gaullisme en France. Ce qui arrive aussi dans cette loi, c'est la nécessité de faire beaucoup plus que la loi sur la contraception. Et donc en fait, il va y avoir voilà, tout cet assemblage d'idées, de nouveautés, tout cet assemblage d'éléments qui favorise l'arrivée de ce projet de loi et l'arrivée de ce projet de loi mené par Simone Veil, et une nouvelle stratégie aussi par rapport à ce projet de loi, puisque tout est porté sur la figure de Simone Veil. Or, ce qu'on a un peu tendance à oublier sur cette question, c'est que auparavant, avant Simone Veil, il y a eu toute une lutte de la part des associations féministes, et que c'était en vérité un travail très collectif et non pas centré autour d'une personnalité en particulier. Oui, je me suis dit que aller dehors, ça fallait quand même qu'on profite un tout petit peu de ce temps pour venir discuter dehors. Et ça, cette bande dessinée, le manifeste des 343, Histoire d'un combat, de Lafitte, Strag et Dufaux, le montre très bien. Cette bande dessinée, ça vient nous parler de la création de ce célèbre manifeste, le manifeste des 343, qu'on connaît aussi sous un autre nom, parce que c'est
une de Charlie Hebdo qui a repris le titre des 343. Je peux pas dire le mot après, mais tu vois de quoi je veux parler. On suit en fait le combat, l'itinéraire de Nicole, une jeune journaliste documentaliste au Nouvel Observateur, qui va commencer à s'intéresser de plus en plus sur la question de l'avortement et va essayer de mettre ce sujet en avant au sein de son journal. Et elle va réfléchir en fait à différentes formes de lutte pour essayer de ramener la question de l'avortement sur le devant de la scène, puisqu'il y a une proposition de loi, la loi Perret, qui en fait est mise en œuvre, dont on en parle dans les médias, etc. Et en fait, c'est juste une loi qui va ouvrir les avortements thérapeutiques encore pour d'autres femmes, mais ça reste pas suffisant. Et donc, elle va contacter les militantes du mouvement de libération des femmes, donc le MLF, pour essayer d'envisager une action particulière pour essayer de ramener vraiment au centre des débats la question de l'avortement légalisé. Alors elle va imaginer ce manifeste, la question du manifeste. On voit à quel point, à partir de cet épisode, la forme du manifeste est une forme de lutte en soi. Cela devient l'incarnation de cette lutte, de la lutte pour la libération des femmes. Et donc ce manifeste va être publié au Nouvel Observateur, mais il va avoir évidemment tout un parcours assez aventureux et très difficile en fait avant ce manifeste, parce qu'il faut convaincre énormément de personnes, que ce soit à la fois les femmes et la rédaction. Donc il va y avoir beaucoup de débats même au sein du MLF et au sein d'autres associations féministes par la suite. Et ça, Bibia Pavard nous le montre très bien aussi dans son essai, c'est que il y a des petites querelles internes, ou en tout cas des débats internes. Donc ce manifeste va être aussi mis en avant grâce à la signature de femmes célèbres, des actrices. Le manifeste va réussir à aller de main en main de femmes à la fois célèbres mais aussi de femmes anonymes. C'est une action importante qui va marquer l'époque et qui marque encore cette époque-là. On a toujours ce souvenir de ce manifeste encore aujourd'hui. Il faut savoir que c'est ce type d'événements médiatiques qui vont amener le gouvernement à devoir s'intéresser de plus en plus à la question de l'avortement et donc à ne plus pouvoir fermer les yeux sur ce sujet. Il va y avoir donc ce manifeste, il va y avoir le procès de Bobigny aussi mené par Gisèle Halimi qui va devenir en fait un procès médiatique. Donc ce procès de Bobigny est un procès symbolique. Il va y avoir l'affaire de Grenoble avec l'arrestation de Annie Ferré-Martin, qui s'occupe d'un planning familial, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc cela va aussi amener le gouvernement en fait à devoir s'intéresser, parce qu'il va y avoir de grandes mobilisations au fur et à mesure des années autour de la question de l'avortement, avec le développement de la technique Kerman et de techniques plus sécurisantes d'avortement. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, les associations féministes étaient totalement dans l'illégalité, puisque beaucoup d'entre elles pratiquaient des avortements clandestins, tout en ayant un cadre de plus en plus médical et de plus en plus sécurisant pour les femmes. Donc il va y avoir des recherches scientifiques, il va y avoir toute une communication médiatique, tout un essor médiatique, il va y avoir des intellectuels féministes qui vont commencer à communiquer sur le sujet de l'avortement. Donc le sujet prend de plus en plus de place, a de plus en plus d'écho médiatique. On va avoir aussi des émissions consacrées à la question de l'avortement, avec des interventions de femmes ou de médecins. Tout cela amène les premières lois autour de l'avortement et amène donc le moment où Valéry Giscard d'Estaing et le gouvernement Chirac amènent la figure de Simone Veil sur le devant de la scène. Simone Veil apparaît comme une femme déterminée, ambitieuse et surtout en fait apparaît comme une femme un peu
exceptionnelle dans le gouvernement. Cela, bien entendu, va amener toute l'attention autour de ce qu'elle symbolise en tant que femme ministre, ambitieuse, déterminée, et tant que tous les débats vont aussi être dirigés autour d'elle, il va y avoir vraiment des échos médiatiques de plus en plus grands autour d'elle. Les différents journaux vont faire des portraits autour de Simone Veil. Et donc, à partir de ce moment-là, la question de l'avortement ne peut plus revenir en arrière. Avant de continuer, je vais devoir faire un petit disclaimer. Les livres que j'avais sélectionnés au tout début, je dois les rendre demain, donc je n'aurai pas le temps de m'y attarder davantage parce qu'il y a des réservations et tout ça, donc il faut aussi que ces livres soient disponibles pour d'autres personnes, surtout s'ils sont aussi importants. Donc dans cette vidéo, je vais simplement terminer ma lecture du livre de Bibia Pavard et je vais lire ce petit récit de Colombe Schneck qui s'appelle 17 ans. Ça sera le dernier livre de cette vidéo et, euh, et pour le reste, je n'aurai pas le temps de les lire pour le moment. Euh, je, je pense refaire encore peut-être une autre vidéo sur la question et vous reparler par la suite de ces livres que vous aurez vus au tout début de la vidéo et que je n'aurai pas lu ici. Malgré tout, je veux que ça serve quand même de source. J'ai vu notamment que, parce que j'ai publié un avis sur Instagram autour du livre de Pauline Armange, et une personne m'a recommandé le livre qui s'appelle Avorté clandestine de Xavier Gauthier. Donc c'est un livre en plus, une source en plus, si vous voulez poursuivre vos recherches personnellement, de manière individuelle, parce que cette vidéo est aussi là pour ça. Voilà, j'espère que ça servira quand même, malgré tout. Voilà, je te laisse avec la suite de la vidéo, la suite et la fin. Bon visionnage. J'ai fini hier soir le livre de Bibia Pavard, avec cette dernière partie qui est centrée autour des débats sur la loi Veil et après, jusqu'en 1979, on est vraiment à la toute dernière partie de cet ouvrage que j'ai vraiment trouvé intéressant. Et je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais je le pense vraiment. C'est très fourni, très fouillé. Il y a beaucoup de noms de personnes que je ne connaissais pas, de personnalités politiques euh, que je vais pas reciter là, mais c'est vrai que ça donne aussi un regard, évidemment, ce regard historique sur ce qui s'est passé et sur la manière dont la loi Veil s'est constituée, avec cette nécessité de faire consensus euh, et en même temps ces difficultés à mettre en œuvre cette loi et elle parle aussi de sa Biblia Pavard parce qu'on a tendance à oublier que la loi Veil a été, euh, a été une loi presque en sursis. C'est une loi qui a été appliquée à la base pour 5 ans, qui a dû être reconduite par la suite en 1979. Donc le sujet de l'avortement est un sujet qui revient énormément dans la sphère publique et dans la société française et fait partie de ces sujets de société, de ces débats de société particulièrement ancrés dans la société française et dans la 5e République en France. C'est un débat marquant, c'est un sujet marquant et c'est un sujet qui revient en permanence. Et ça, elle le dit très bien dans ce livre. J'aimerais signaler aussi une sortie que je viens juste de voir en fait sur Instagram. La sortie d'un livre qui s'appelle Sociologie de l'avortement. C'est de Marie Mathieu et Laurine Tizy aux éditions La Découverte. Et c'est sorti fin mai. Et donc là, il y a aussi, si vous voulez avoir un regard plus sociologique de l'avortement, je pense que ce livre pourrait vous intéresser. Parce qu'il y a aussi une grande part sociologique à tout ça et au débat sur l'avortement.
j'aimerais reprendre une citation qu'écrit Bibia Pavard de Anne-Marie Fritsch à Jean Foyer au moment du débat sur l'avortement, qui dit: Hier, dans cette assemblée, les femmes qui siègent sur ces bancs et celles qui se trouvaient dans les tribunes ont eu le sentiment qu'avec Madame la ministre, elles étaient toutes mises par Monsieur Foyer au banc des accusés. Or, ici, Monsieur Foyer, vous n'êtes ni procureur, ni juge, ni confesseur, vous représentez tout simplement l'homme qui fait la loi. Je trouve cette citation très importante pour décrire tout ce débat de l'avortement et décrire à quel point ça paraissait assez violent aussi également pour beaucoup de femmes. Il va y avoir une véritable solidarité entre femmes sur le sujet de l'avortement à ce moment-là et même après. On pourrait penser que après la promulgation de la loi Veil, les mouvements féministes euh, se sont se sont éloignés ou on n'en a plus du tout entendu parler, mais en vérité le combat a continué après sous une autre perspective, mais euh, euh, a continué malgré tout pour faire en sorte que cette loi soit appliquée, parce que la difficulté de cette loi, c'est que il y a cette clause de conscience et il y a donc des médecins qui refusent euh, de pratiquer l'avortement. Il va y avoir voilà, beaucoup de blocages au niveau national sur l'exercice de l'avortement et donc des femmes qui, malgré tout, sont obligées d'avoir recours à des avortements clandestins. Il va y avoir plusieurs arrestations de femmes travaillant au planning familial ou dans d'autres associations féministes. Et donc, ça sera toute la question et ça sera tout ce nouveau débat qui arrive en 1979 pour la reconduction de cette loi Veil. Il va y avoir une marche en octobre 1979, le 6 octobre 1979, une marche non mixte qui va prôner la reconduction de la loi Veil et prôner euh, le remboursement de la loi, le remboursement de l'avortement par la sécurité sociale. Ça va être un enjeu à ce moment-là. Et en fait, essayer d'aller plus loin que la loi Veil, qui reste malgré tout une loi assez restrictive, où il y a beaucoup de, euh, de règles limitantes. Et en vérité, la loi Veil était une loi montrant toute l'absurdité de la loi 1920 et essayant de combattre le plus possible le recours aux avortements clandestins en offrant aussi un espace plus sécurisant pour les femmes et statuer vraiment tout ça dans la loi française. La reconduction en 1979, ça va être un enjeu où il faut aller plus loin et notamment par le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Et donc tout cela va arriver seulement à partir de 1982 avec, Yvette Roudy, donc ce remboursement par la sécurité sociale de l'IVG. Et c'est vrai enfin moi en tout cas, j'ai tendance à oublier tout ça. J'ai tendance à vraiment penser que la loi Veil offrait déjà tout ça, et en vérité, pas du tout. Il va y avoir aussi le procès d'Aix, où des femmes sont accusées le 10 mars 1977. On compte, et ça c'est aussi quelque chose que note Bibia Pavard, en octobre 1975, selon le ministère de la Santé à ce moment-là, on compte 20 000 avortements pratiqués dans les hôpitaux publics. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps en vérité. Donc a fini cet essai notant l'importance de la mémorialisation des questions de contraception et d'avortement pour mieux comprendre l'histoire de ce changement et mieux comprendre comment cela est devenu le symbole de la modernisation de la société française et de la libération des femmes. C'est la conclusion de ce livre. Ce livre, en fait, a eu
pour enjeu de montrer comment se sont constitués les différents débats autour de la question à la fois de la contraception et aussi de la question de l'avortement dans la société française. Et je trouve que pour cela, c'est un livre qui respecte son contrat, formule très clairement les différents enjeux, et je trouve que voilà, c'était un livre qui, malgré certaines lourdeurs et certaines précisions qui sont vraiment des précisions de détail, par exemple tous ces noms que, que nous mentionne Bibia Pavard, voilà, parfois elle nous submerge par tous ces noms. C'est un livre malgré tout très intéressant, très captivant, justement par tous ces détails et par sa manière d'aborder toutes ces questions de manière chronologique et historique. Et donc, pour moi, c'est vraiment un livre sur la question de la contraception et l'avortement qui est plutôt bien, très bien même, et j'ai appris énormément de choses. Donc je te le conseille, et comme je te l'avais déjà dit précédemment, c'est un livre malgré tout que je trouve assez accessible. Et ça, c'est aussi bien de le souligner. Et pour vraiment rentrer dans les détails, lisez ce livre, c'est important. Voilà, ce matin, j'ai lu le court récit de Colombe Schneck qui s'appelle 17 ans. C'est aux éditions Grasset, mais il existe aussi une version en livre de poche. C'est un livre qui fait moins de 100 pages, 91 pages pour être précis. Et j'ai trouvé ce livre aussi très bien. Euh, Bien évidemment émouvant. C'est un livre de témoignages, un récit littéraire qui fait écho directement au livre d'Annie Ernaux qui s'appelle L'événement et que je te conseille aussi. C'est d'ailleurs peut-être un petit bémol que je mettrai dans ce livre, euh, puisque en fait Bibia Pavard ne parle pas de l'événement, même dans l'introduction. Alors je sais que c'est parce que en fait elle reste dans la période 1956-1979 et que l'événement a été écrit en 2001, a été publié en 2001 par Annie Ernaux. Malgré tout, dans son livre, Annie Ernaux parle de ces années où l'avortement était encore illégal. Et en fait, ce qui manque, je trouve, dans ce livre, c'est peut-être toute la part littéraire, ce qui aurait été, je trouve, assez intéressant aussi. Voilà, parce que je pense que il y a quand même des livres qui ont pu avoir de petites répercussions également. Je pense au livre de Violette Leduc qui s'appelle Ravage, où il y a une scène d'avortement. Voilà, ce genre de livre-là. Donc, j'aurais voulu, mais ça c'est mon côté littéraire aussi, avoir une part littéraire dans cet essai. C'est peut-être mon petit bémol qui n'en est finalement pas un parce que ce n'était pas non plus l'enjeu de Bibia Pavard. Elle reste vraiment de son côté historique. Mais dans 17 ans, Colombe Schneck parle beaucoup de Annie Ernaux et tout son récit et tout son témoignage est un écho au livre d'Annie Ernaux publié en 2001 qui s'appelle L'événement. Elle parle à quel point son avortement à 17 ans a été un événement dans sa vie de femme. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, et c'est quelque chose que j'ai aussi retrouvé dans le livre de Pauline Armange, c'est sa façon de parler de l'avortement et de parler de son corps. Cette impression que son corps l'a trahi. Cette thématique de la trahison du corps est quelque chose d'assez fort et je trouve quelque chose dont on ne parle pas assez, mais qui est assez commun finalement. Comme je te disais, on retrouve ça aussi dans le livre de Pauline Armange. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que là, on est dans la vie d'une jeune fille, une adolescente de 17 ans, qui rêve de devenir une femme indépendante, journaliste, de voyager, de découvrir le monde, de faire des reportages, d'être présentatrice du JT.
Elle est fille de médecin. C'est une fille libre qui affirme sa liberté, qui est une fille qui veut décider de quand elle fera sa première fois, avec euh, qui parle de sexualité avec ses parents. Euh, on est dans le contexte aussi après 1968, dans les années 80, on a encore cette écho-là, en tout cas dans sa famille, et elle parle tout ça très bien dans la première partie de ce livre. Et elle montre que cet avortement a été une sorte d'autre monde, comme si elle avait été plongée euh, comme Alice dans Alice au pays des merveilles, comme si elle était plongée dans un trou et que elle a découvert un monde plus solitaire, un monde peut-être un peu plus triste, et que ça a été quelque chose de retentissant, quelque chose d'assez violent dans sa manière aussi de voir son corps et dans sa manière d'un seul coup de voir tout ce qui l'entourait. Et surtout, ce qui est important, je trouve, dans ce livre, c'est qu'elle n'oublie pas. Et elle revient donc sur ce terme qu'on entend encore aujourd'hui, le terme d'avortement de convenance. Elle parle d'une brisure de son monde, quelque chose était brisé, de quelque chose, d'une espèce de tristesse finalement, cet événement qui n'a pas été traumatisant, mais qu'elle n'oublie pas, une espèce de mélancolie finalement autour de tout ça. Elle parle aussi très bien de la honte, elle parle du silence qui se fait autour de l'avortement, que presque c'est quelque chose qu'elle garde en elle, plongée dans ce silence. Et ça, c'est quelque chose dont parle Pauline Armange aussi, cette question du silence. Et sans le savoir, en fait, eh bien, je me suis rendu compte que ce livre parlait également de l'après loi Veil. Et elle parle aussi très très bien justement de cette question de la mémoire, puisqu'elle a tout ça en elle, à ses 17 ans. Elle a ces images de Simone Veil à l'Assemblée, elle a les images du procès de Bobigny, et elle se met dans cette histoire-là aussi, cette histoire globale, cette histoire générale, cette histoire avec un grand H, et dans cette mémoire-là, cette mémoire collective. Et donc, ce qu'elle dit aussi, c'est que elle fait partie de ces jeunes femmes qui ont dû avoir recours à l'avortement, de ces femmes aussi de manière générale. Mais elle souligne également l'importance de son vécu, c'est-à-dire que son vécu fait partie d'une mémoire collective, mais reste quelque chose de personnel et de singulier malgré tout. Ce qui a été émouvant, elle s'adresse également vers la fin à l'absent. Elle le nomme l'absent. Elle montre aussi à quel point finalement cet événement est un événement dans sa vie de femme, puisque cela lui a permis euh, de se rendre compte du moment où elle était prête à pouvoir être mère. Et que c'était juste pas ce moment-là, que c'est un autre moment qui viendrait plus tard. Et donc elle souligne voilà toute cette importance-là du choix, si je veux, quand je veux. Vraiment ce slogan-là aussi, elle en parle. Et voilà, c'est aussi un livre que j'ai trouvé très, très important et finalement assez lumineux également sur la question de l'avortement. Et pareil, je voudrais quand même te citer la dernière phrase de ce livre. Elle écrit: ton absence m'a permis d'être la femme libre que je suis aujourd'hui. Et cette question de la liberté, on la retrouve à chaque page de ce livre. Et c'est une question que j'estime être très importante sur l'avortement. Donc je te conseille évidemment aussi ce petit livre qui se lit très très vite. En moins d'une heure, je l'ai lu. Et c'est un livre que j'ai trouvé lumineux, intéressant, émouvant, qui va dans cette continuité de la mémoire sur l'avortement. Et même d'un point de vue littéraire, c'est aussi un très beau livre. Voilà, donc je termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été éclairante, intéressante, pertinente. Je continuerai à parler de livres sur cette question-là parce que ça m'intéresse
même de manière personnelle, ça m'intéresse. N'hésitez pas à venir ajouter des choses en commentaire, ajouter des livres, ajouter des sources, ajouter des informations supplémentaires. N'hésitez vraiment pas à le faire. Bien sur ce, moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Salut!